une capitale africaine, devant le palais présidentiel, des centaines de crocodiles géants gardent l'entrée du pouvoir. Non pas en métal, non pas sculptés dans la pierre, mais vivants, affamés, tapis dans les eaux noires de 3 lacs artificiels. Des reptiles qui pèsent jusqu'à 1 tonne, qui mesurent 6 mètres de long, qui bondissent hors de l'eau pour saisir la chair qu'on leur lance, et qui ont déjà tué des hommes en plein jour, devant des touristes médusés. Bienvenue à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, une ville hors du commun que le monde a longtemps regardée avec fascination et incompréhension. Car ce lac n'est pas un simple parc animalier. Ce n'est pas un zoo aménagé pour les enfants du dimanche. C'est quelque chose de bien plus profond, bien plus troublant, bien plus ivoirien. C'est le miroir d'un homme, d'un régime, d'une vision du pouvoir qui a façonné toute une nation, et dont les ondes de choc se ressentent encore aujourd'hui, des décennies après la mort de son créateur. Ce lac, c'est l'âme visible d'un homme invisible, Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, le patriarche qui a gouverné son pays pendant 33 ans, le bâtisseur d'une capitale que personne ne lui avait demandé de construire, et qui a voulu que même ses crocodiles portent l'empreinte de sa toute-puissance. Aujourd'hui, ce lac agonise. Les algues l'envahissent, les infrastructures s'effondrent, les touristes ne viennent plus en masse, et les crocodiles sacrés, autrefois nourris comme des rois, survivent à peine. Comment un symbole aussi puissant a-t-il pu tomber si bas? Et que révèle ce déclin sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, sur la manière dont une nation gère, ou plutôt néglige, son patrimoine? Voilà ce que nous allons explorer ensemble, jusqu'au bout, sans esquiver les zones d'ombre. Pour comprendre ce lac, il faut d'abord comprendre Yamoussoukro. Et pour comprendre Yamoussoukro, il faut remonter à l'histoire d'un homme. Félix Houphouët-Boigny est né aux alentours de 1905 dans un tout petit hameau de Case appelé Ngokro, niché au centre de ce qui allait devenir la Côte d'Ivoire. Ce village insignifiant, perdu dans la savane arborée, à près de 250 km d'Abidjan, était la terre de ses ancêtres baoulés, un peuple fier, agriculteur et commerçant, dont les traditions spirituelles plongent leurs racines dans un rapport profond à la nature et aux forces invisibles. Houphouët-Boigny n'est pas resté dans ce village. Il est devenu médecin, planteur de cacao, député à l'Assemblée nationale française, ministre sous l'Ive République française, et finalement, en 1960, le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Il a gouverné jusqu'à sa mort en décembre 1993. 33 années de pouvoir absolu, personnel, paternaliste, que ses partisans appellent la sagesse du vieux, et que ses détracteurs qualifient d'autocratie douce. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, Houphouët-Boigny aimait son village d'origine d'un amour démesuré, obsessionnel, presque mystique. Et il a décidé de transformer ce hameau oublié en capitale d'État, en une ville moderne, avec des avenues à 6 voies, des hôtels 5 étoiles, une fondation pour la paix, et surtout la basilique Notre-Dame de la Paix, consacrée par le pape Jean-Paul II en 1990, plus grande en superficie que la basilique Saint-Pierre de Rome. Une basilique au milieu de la brousse, dans une ville de quelques dizaines de milliers d'habitants, financée sur fonds propres de l'État ivoirien, dans un pays dont la majorité de la population était musulmane ou animiste. Le symbole était évident. Yamoussoukro devait rayonner, imposer, écraser de sa magnificence tout regard étranger, pour que le monde sache que l'Afrique aussi pouvait construire des monuments à la mesure des plus grands empires. Et le lac aux Caïmans s'inscrit exactement dans cette logique. Il fait partie intégrante du palais présidentiel de Yamoussoukro, dont l'enceinte s'étend sur 22 km, construit sur les vestiges même du village natal Ngokro. Ce palais est l'œuvre de l'architecte tunisien Olivier Clément Kakoub. À son entrée, 2 béliers grandeur nature en métal encadrent le passage. Ce sont les totems du président, les animaux sacrés de son lignage baoulé. Et devant le palais, entourant sa façade, 3 lacs artificiels ont été creusés dans les années 1950, avant même l'indépendance, peuplés progressivement de crocodiles du Nil, ces sauriens imposants, distincts des caïmans d'Amérique du Sud. Même si le peuple ivoirien les appelle indifféremment caïmans, un nom qui est resté et qui ne disparaîtra pas de sitôt point ces crocodiles ne sont pas arrivés tous en même temps. Les premiers, dit-on, auraient été offerts au président par son homologue malien Modibo Keïta en 1967, en cadeau diplomatique, en signe d'alliance entre 2 nations fraternelles. D'autres auraient été acquis directement par Houphouët-Boigny lui-même dans la région de Touba, à l'ouest du pays. Au fil des décennies, la population de ces reptiles a cru,
se reproduisant chaque année au mois de janvier et février, pondant leurs œufs en bordure de lac, jusqu'à atteindre près de 300 individus selon certaines estimations. Pour le peuple baoulé, le crocodile n'est pas une bête ordinaire. Il est un gardien spirituel, un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des ancêtres, un animal totémique porteur d'une force mystique que l'on ne peut ni acheter ni imiter. Placer des centaines de ces créatures autour de sa résidence présidentielle, c'était pour Houphouët-Boigny bien plus qu'un geste esthétique. C'était un acte de pouvoir symbolique, une affirmation que les forces du cosmos, les esprits ancestraux et la nature elle-même étaient de son côté. Le lac aux Caïmans de Yamoussoukro n'est pas seulement un enjeu local. Il concentre en lui des problématiques qui dépassent largement les frontières de la Côte d'Ivoire et qui parlent à l'ensemble du continent africain, voire au monde entier. La première de ces problématiques est celle de la préservation du patrimoine culturel et naturel en Afrique subsaharienne. Yamoussoukro est une ville exceptionnelle dans le paysage africain. Elle possède une basilique classée monument du patrimoine mondial, un lac aux crocodiles sacré unique au monde, un hôtel présidentiel de standing international, une fondation pour la paix qui a reçu des prix et des distinctions. Elle est, sur le papier, une destination touristique de premier rang pour l'Afrique de l'Ouest. Et pourtant, le flux de visiteurs y est sans commune mesure avec son potentiel réel. La CAN 2024, la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, a certes redonné une impulsion à Yamoussoukro, qui était l'une des 5 villes hôtes. Des travaux ont été réalisés dans les hôtels, les routes ont été rafraîchies, des délégations de touristes sénégalais, ghanéens, congolais sont venus admirer le lac, nourrir les crocodiles de poulet lancés depuis la rambarde métallique, s'émerveiller devant la puissance de ces reptiles millénaires. Mais une grande compétition sportive ne peut pas remplacer une politique touristique cohérente et durable. Le tourisme africain souffre d'un déficit structurel d'investissement dans la maintenance des sites, dans la formation des guides, dans la mise en récit des patrimoines pour un public international. Le lac aux Caïmans incarne ce paradoxe à la perfection. Un lieu d'une force narrative et symbolique extraordinaire qui aurait tout pour devenir un site de renommée mondiale, mais qui peine à trouver les ressources pour son entretien courant. La deuxième problématique est celle du rapport entre pouvoir politique et héritage culturel. Dans de nombreuses nations africaines, le patrimoine construit par les pères fondateurs est traité comme la propriété symbolique d'une seule famille, d'un seul groupe ethnique, d'une seule tendance politique. À Yamoussoukro, le fait que le gouverneur de la ville soit le petit-neveu d'Houphouët-Boigny illustre la persistance d'une gouvernance patrimoniale où l'héritage du fondateur est géré quasi dynastiquement. Ce modèle n'est pas forcément illégitime, mais il impose des limites à la modernisation et à l'universalisation d'un site qui pourrait et devrait appartenir à tous. Enfin, l'histoire des crocodiles de Yamoussoukro a eu un écho littéraire et international qu'il serait injuste de passer sous silence. Le grand écrivain britannique d'origine trinidadienne Vidyadhar Suraj Prasad Nepal, prix Nobel de littérature en 2001, a consacré une nouvelle à ces reptiles dans son recueil intitulé Sacrifice, publié en 1984. Ce texte de Nepal, explorateur impitoyable des sociétés postcoloniales, voyait dans ces crocodiles sacrés entourant le palais du président africain la métaphore parfaite d'un pouvoir qui se nourrissait de la déférence de ses sujets, qui exigeait d'eux un tribut permanent, et qui, sous ses dehors majestueux et solennels, restait fondamentalement une force prédatrice. Une lecture sévère, peut-être injuste dans sa globalité, mais qui témoigne de la puissance évocatrice de ce lieu sur l'imaginaire intellectuel mondial. Il y a quelque chose de profondément humain dans l'histoire de ce lac. Un homme bâtit une ville entière autour de lui-même, entoure son palais de reptiles sacrés, leur consacre une part de son âme et de ses ressources. Et pendant 30 ans, tout cela fonctionne, tient, rayonne. Puis l'homme meurt, et le système qu'il avait créé commence à se désagréger, lentement, imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus vite. Les algues recouvrent les lacs. Les fondations s'érodent. Le gardien tombe. Et la question qui reste en suspens, au-dessus de l'eau verdâtre, entre 2 crocodiles silencieux, est celle-ci. Peut-on séparer un héritage de l'homme qui l'a créé? Peut-on préserver ce qu'Houphouët-Boigny a bâti sans perpétuer la logique de centralisation, de personnalisation du pouvoir, d'investissement monumental au détriment du développement réel du pays? Car c'est là le paradoxe ultime de Yamoussoukro. Cette ville est magnifique, symboliquement puissante, culturellement riche. Mais elle n'a jamais été véritablement habitée, véritablement vécue par la population ivoirienne. La plupart des Ivoiriens vivent à Abidjan,
la capitale économique, où se trouvent les emplois, les universités, les hôpitaux, les institutions. Yamoussoukro reste une capitale politique de façade, belle mais vide, imposante mais dépeuplée, dont les monuments géants sont entretenus au minimum syndical faute de volonté politique réelle d'en faire une véritable métropole. Les crocodiles, eux, continuent de vivre. Ils n'ont pas besoin de symboles. Ils n'ont pas besoin de plans triennaux ni de réunions interministérielles. Ils ont besoin d'eau propre, de nourriture suffisante et d'être laissés en paix. Si la Côte d'Ivoire choisit réellement de faire de Yamoussoukro et de son lac une destination touristique de rang international, ce choix ne sera pas symbolique. Il sera concret, coûteux, difficile, de long terme. Il supposera de traiter les eaux usées de toute une ville pour que les lacs ne soient plus des égouts à ciel ouvert. Il supposera de payer correctement les gardiens, de les équiper, de ne plus les exposer à des prises de risques mortels pour satisfaire l'appétit photographique des visiteurs. Il supposera de raconter au monde l'histoire complète de ce lieu, avec ses grandeurs et ses tragédies, sans censure ni embellissement. Ce lac mérite mieux qu'une vitrine fissurée. Il mérite d'être compris pour ce qu'il est vraiment, un espace où l'histoire africaine, la tradition spirituelle, la politique postcoloniale et la réalité de la nature sauvage se rencontrent dans une tension permanente, fascinante et parfois mortelle. L'Afrique a besoin de récits qui assument cette complexité, qui ne réduisent pas ses héritages à des cartes postales exotiques, et qui ne les laissent pas non plus se noyer en silence sous les laitues d'eau. Le lac aux Caïmans de Yamoussoukro